Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire de rentrée. J'ai le plaisir d'être accompagné par Frédéric Stollard, le Managing Partner d'Altarock. Bonjour Fred. Bonjour Damien, c'est un plaisir d'être ici ce matin avec toi pour partager les dernières étapes clés de la vie d'Altarock. Alors commençons par une nouvelle qui positionne définitivement Altarock comme l'un des leaders européens de la démocratisation du private equity aux clients privés. Nous avons levé plus d'1 milliard d'euros. Absolument Damien. Lever plus d'1 milliard d'euros en 2 ans, c'est un signe fort, un signe très fort, qui marque la confiance de nos investisseurs dans notre vision et dans notre capacité à innover. Cela montre aussi que nos partenaires croient en notre réussite sur le long terme. C'est une formidable reconnaissance en fait de notre travail et de notre potentiel. Et ce cap du milliard coïncide finalement avec une autre grande nouvelle, notre expansion européenne. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette ambition européenne ? Bien sûr. Alors, notre ambition européenne, notre expansion européenne, c'est une étape clé pour devenir un acteur global. Nous avons ouvert nos premiers bureaux internationaux en Suisse il y a tout juste 1 an, si tu t'en souviens. Tout à fait. Nous distribuons désormais nos produits en Belgique, en Hollande, au Luxembourg, en Italie et au UK. Les clients privés sont encore très peu équipés en private equity dans ces régions et nous avons pour ambition de leur apporter l'opportunité d'investir de façon simple dans des fonds du premier quintile mondial via des portefeuilles clés en main. Le nouveau défi qu'on veut relever avec nos nouvelles équipes internationales s'annonce passionnant. Et finalement, tout cela n'aurait pas été possible sans nos partenaires. Tu voulais leur passer un rapide message ce matin. Effectivement, Damien, un immense merci à tous ceux qui ont cru en nous depuis le premier jour et qui nous accompagnent dans cette incroyable aventure Altarock. Votre confiance, votre soutien ont été essentiels pour atteindre ces objectifs très ambitieux. Cette réussite, c'est le fruit d'un travail d'équipe avec vous, sur le terrain, tous les jours, croyez-moi, absolument tous les jours. Et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec vous tous. D'ailleurs, en parlant des équipes, nous sommes désormais plus de 60. Alors, j'en profite, Damien, à tous nos collaborateurs, un immense merci aussi pour votre engagement, tu le sais, pour votre dévouement, pour votre passion. Vous êtes le cœur de cette entreprise et la clé de tous nos succès, absolument tous nos succès. À nos téléspectateurs, à nos partenaires, à nos investisseurs, merci aussi de croire en nous. Continuons à innover, continuons à nous dépasser, continuons à apporter ce que nous considérons être le meilleur du private equity institutionnel aux clients privés. Merci beaucoup Fred. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un webinaire en 3 parties. Nous commencerons par un premier temps fort. Après 18 mois d'attente, le marché du private equity commence à montrer des signes de reprise. Nous vous emmènerons notamment à Londres et à Paris pour découvrir l'analyse d'experts internationaux. Nous enchaînerons ensuite avec un rappel de notre stratégie et le dévoilement des premiers gérants sélectionnés dans le millésime 2024. Nous vous présenterons aussi des entreprises présentes dans ce portefeuille. Et puis Fred en parlait à l'instant, nos partenaires sont au cœur de notre stratégie. Nous avons désormais une émission sur BFM Business. C'est une première en Europe, une émission entièrement dédiée au capital investissement. Elle s'inscrit, vous allez le voir, dans une stratégie d'accompagnement global. On vous expliquera tout cela, mais pour l'heure, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Louis Flamand, notre Chief Investment Officer. Bonjour Louis. Bonjour Damien. Alors, je le disais à l'instant en introduction, après 18 mois de ralentissement, le marché du private equity est en train de reprendre progressivement son dynamisme. Les signaux envoyés sont au vert. Louis, on te retrouve juste après. Je vous propose tout de suite de découvrir l'analyse de Jean-Philippe Kéravec. Il est cofondateur d'Iroise Partners, il est spécialisé dans les levées de fonds. Il possède 30 ans d'expérience dans le private equity, dont 12 ans passés en tant qu'associé chez Campbell Lutyens, l'une des plus grosses firmes de conseil au monde dans le domaine du capital investissement. Il fait partie des spécialistes reconnus du marché européen. Et puis vous allez le voir, c'est un discours que partage Alexandra Poutra de Reed Partners. Elle est également spécialisée dans les levées de fonds avec une vision internationale. Chez Reed Partners, elle fournit des conseils stratégiques de premier plan et gère les relations avec les investisseurs internationaux. Elle a précédemment travaillé chez JP Morgan et McKinsey. Elle nous a ouvert les portes de son bureau à Londres. C'est vraiment la conséquence directe de la guerre en Ukraine. Et très rapidement, ça a eu des conséquences en termes d'inflation importée à cause des prix de l'énergie. Et cette inflation a créé, qui a atteint des niveaux assez élevés en 2002 et même 2023, a obligé les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt. Et c'est vrai qu'on avait vécu dans un environnement qui était très favorable
en raison de taux d'intérêt très bas. Tout le monde s'était habitué à des taux d'intérêt à zéro ou taux d'intérêt négatif, ce qui semble très bizarre, mais c'était comme ça. Et là, en quelques mois, quelques semaines, les taux d'intérêt ont connu une très forte croissance. Cette pause, elle a commencé un petit peu avant, puisqu'on a vu fin 2021 même pas mal de nervosité auprès des investisseurs sur les valorisations des entreprises et des levées qui étaient de plus en plus rapides. Et on a bien vu vraiment une création un peu de perfect storm donc en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, qui s'est ensuite... il y a eu une inquiétude évidemment très humaine, mais surtout par la suite sur la partie de l'inflation, de l'économie, de l'instabilité géopolitique, et donc aussi de la valorisation des entreprises et de l'activité de fusion et acquisition qui est essentielle sur le marché des levées de fonds. Effectivement, on a vu un regain depuis à peu près 12 mois. On ne peut pas appeler ça encore une vraie reprise parce que c'est plutôt de l'optimisme très prudent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit. Alors, il y a plusieurs raisons où on voit vraiment cette reprise. Un, parce que, encore une fois, le private equity, c'est un marché long terme. Donc, les gens continuent à investir. Il y a eu une pause. La dernière vraie pause d'investissement était pendant la grande crise financière, donc en 2009. Donc, depuis, même dans des périodes un peu d'incertitude, les gens continuent à investir parce que c'est du long terme. Il faut investir en vintage chaque année, régulièrement. Et les investisseurs continuent à faire ça. Ensuite, on a vraiment, encore une fois, on sait que le private equity est cyclique. Donc le point est de choisir les bons gérants et de choisir les gérants des secteurs et de construire un portefeuille suffisamment diversifié pour pouvoir créer des retours réguliers durant des longues périodes. Donc les gens continuent à investir. Donc il y a eu une inquiétude, mais il n'y a jamais eu une pause totale d'investissement. Et ça, on le voit. Et maintenant, de plus, on voit que le déploiement reprend gentiment. Les fusions-acquisitions reprennent de manière assez timide, mais on voit cette reprise. Et on voit aussi les gérants être de plus en plus créatifs pour ce qui est du retour du capital, puisque au final, les problèmes de liquidité et de distribution de capital sont essentiels. Et quand on voit une reprise là-dessus, on s'attend aussi à une reprise des levées. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment augmenter au fur et à mesure. Et pareil pour le déploiement. On ne prend pas forcément en compte le déploiement des gérants, mais le déploiement des gérants et les pipelines qu'ils ont pour investir dans les entreprises sont très importantes puisque ça crée après vraiment une structure de levée et les investisseurs suivent et voient le déploiement, voient les retours qui arrivent. Donc c'est vraiment un cercle vertueux de retour positif, donc retour de capital, donc possibilité d'investir au fur et à mesure de plus en plus dans le private equity. Donc on pense que ça va revenir, on observe énormément toute cette partie de liquidité et on observe énormément le déploiement. Pendant quasiment 2 ans, quand on faisait un fundraising, on pouvait rencontrer plusieurs fois d'investisseurs, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et en fait il ne se passait rien. Et depuis février-mars, on a assisté à un retour progressif des investisseurs qui faisaient des due diligence et certains qui faisaient des commitments. Alors ça n'est pas encore l'euphorie, on n'est pas encore revenu sur des niveaux pré-guerre en Ukraine, mais en tout cas ce sont les indicateurs avancés que les investisseurs recommencent à considérer le fait de faire des commitments dans des fonds. D'accord ? Et alors en France, on a eu un petit accroc qui est lié à la situation politique qui a créé un certain niveau d'incertitude. Visiblement, ça semble un peu derrière nous aujourd'hui. Et donc, on continue à avoir des investisseurs qui plus activement et avec un plus grand nombre, considèrent des investissements dans les fonds de private equity. 2025 devrait être une année de reprise. Et une année de reprise, en plus, à un moment où on voit, et on pourra en parler peut-être tout à l'heure, on voit des prix qui, de façon générale, je parle des prix des sociétés, baissent. Alors, ça aura un impact sur les sorties des fonds, mais ce qui est certain, c'est que le timing, comme dans toutes les situations post-crise, les meilleurs millésimes sont très souvent les 2 ou 3 années qui suivent la crise en question. Je me méfie toujours de ces jugements hâtifs ou de ces prédications parce que ça fait presque 30 ans que je travaille dans le fundraising pour des gestionnaires qui font du private assets. Et c'est vrai qu'à chaque crise, on entend, je l'ai entendu après les dot-com, enfin la crise des dot-com Internet, j'ai entendu certains gros investisseurs ou certains gros acteurs de l'asset management dire on vous l'avait bien dit, la tech c'était un mirage.
Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est loin du mirage et on n'a certainement pas encore tout vu. Pareil en 2008-2009, rien ne sera plus jamais comme avant. On a connu effectivement ce que vous appelez l'âge d'or du private equity avec une croissance phénoménale des actifs sous gestion et une croissance phénoménale également des fonds qui étaient levés les uns après les autres. Voilà. Alors c'est difficile de savoir exactement ce qui va se passer, mais si on regarde l'évolution dans d'autres pays peut-être un peu plus anglo-saxons ou certains pays nordiques où la part dans le non-coté est beaucoup plus importante, on voit que ce phénomène est en train de s'accélérer en Europe continentale par exemple. Et donc là où il y a 10-15 ans on était de façon très schématique pour les institutionnels sur une allocation 60-40, donc 60 obligations, 40 actions, progressivement, on voit qu'on est en train de bouger de cette allocation 60-40 à quelque chose qui devrait arriver à un moment à 50-40, 30-30, 30-20. Voilà, donc il y a encore certainement il va y avoir une forte demande pour le private equity, et ça ne correspond pas juste à l'allocation des investisseurs, c'est qu'il y a des projets, si on parle de la France par exemple, des projets qui sont assez impactants, qu'il s'agisse de la transition énergétique, la décarbonisation, qu'il s'agisse du projet qui est sponsorisé par notre président de la République, le réindustrialiser la France. Et tout ça ne se fera pas qu'avec de l'argent public. Effectivement, on a eu un cycle, une dernière dizaine d'années qui était assez exceptionnel jusqu'en 2021, donc je comprends l'inquiétude. Par contre, il y a quelque chose, il y a ces cycles tous les 5-10 ans, donc c'est quelque chose, le private equity est encore une fois long terme et cyclique, donc cela arrive, ce n'est pas un problème. Les investisseurs réguliers le savent. Le point, c'est encore une fois de choisir les bons investisseurs, les bons gérants qui savent suivre ces crises, s'adapter pendant ces crises. Donc c'est surtout la capacité d'adaptation des gérants qui est prouvée lors de ces moments qui ralentissent. Et encore une fois, on a remarqué historiquement que les gérants qui savent gérer ces ralentissements ont des performances vraiment positives après ces ralentissements. Donc moi j'ai envie de dire plutôt au contraire, c'est peut-être le bon moment d'investir et beaucoup plus intéressant que même il y a quelques années où vraiment tout montait et il y avait une mini-bulle qui se créait. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ces gérants sont créatifs et ont cette capacité d'adaptation qui fait qu'ils construisent des boîtes à outils pour des créations de valeur qui sont de plus en plus sophistiquées. Et clairement, ce qu'il y avait dans le private equity il y a 20 ans ne fonctionne absolument plus maintenant. Et c'est là où on voit que ces gérants qui ne disparaissent pas, juste parce qu'il y a une crise, il y en a quand même beaucoup. Au contraire, ceux qui sont très forts gagnent du terrain et arrivent à vraiment prouver que ce sont les meilleurs. Et ces fonds justement dont on parle souvent dans le top quartile qui sont très importants, et ils prouvent justement que la création de valeur et la création d'entreprises résilientes, ils se spécialisent là-dedans et c'est encore une fois du long terme. Pour parler de la partie géographique, parce que c'est assez important, on voit vraiment énormément d'intérêt pour l'Amérique du Nord. Malgré les élections qui arrivent, tout le monde veut avoir de l'exposition aux États-Unis particulièrement, mais aussi au Canada par exemple, où vraiment le private equity est développé depuis 50-60 ans, ce qui n'est pas forcément le cas, donc il y a une maturité du marché, et en plus de ça, non seulement il est mature, mais il est immense, donc il y a une possibilité d'investissement qui est assez large. Donc il y a ce point-là, et après il y a l'Europe qui revient, qui a été un peu une petite pause. Les LPs en général, les investisseurs étaient un petit peu inquiets, évidemment. Donc il y a eu vraiment une pause, surtout des investisseurs internationaux hors Europe. Et là, encore une fois, on voit un regain d'intérêt. Et encore une fois, l'Europe a prouvé sa résilience. Clairement, il y a une amélioration et un regain d'intérêt. Après, au niveau des secteurs, c'est pas très compliqué, hein. C'est toujours la même chose. C'est santé et tech, clairement, avec aussi des nouvelles tendances plutôt sur l'impact et l'industrie qui continuent. Alors, pour des raisons différentes, la tech et la santé continuent à avoir le vent en poupe, tout simplement parce que il y a des raisons structurelles derrière. Ça va continuer à croître dans les 20 prochaines années. Tous les indicateurs sont ouverts là-dessus. Par contre, c'est choisir les bonnes spécialisations, choisir les bonnes tendances dans ces secteurs. Donc, la spécialisation dans ces secteurs, donc dans les sous-secteurs, est essentielle pour les gérants, et on le voit beaucoup plus là-dedans que dans d'autres secteurs.
Alors j'ai cette conversation assez souvent avec mes amis ou ma famille, donc en fait je leur donne plutôt 2 conseils assez simples. Hein. C'est investir de manière constante, c'est-à-dire il ne faut pas investir une fois, une année, tout son capital qu'on a réservé là-dessus, mais plutôt le faire de manière régulière pour, encore une fois, je le répète, hein, mais c'est vraiment ça, le private equity est un cyclique de long terme, donc il faut le faire de manière régulière, des plus petites sommes, mais au fur et à mesure et très régulière, plutôt qu'une fois une grosse somme. Et deuxième point, c'est la diversification du portefeuille et la diversification géographique. Donc naturellement, on a envie de parler de l'Europe et des États-Unis et du Canada. Il y a évidemment aussi l'Asie, il y a aussi l'Afrique, mais ça c'est surtout, il faut avoir un appétit pour le risque qui est un petit peu différent. Donc ma première option pour des investisseurs qui commencent, ce serait plutôt dans les pays plus matures au niveau du private equity. Et deuxième point, donc sur une diversification sectorielle, pour avoir vraiment un petit peu de tout, avoir les secteurs qui vont croître dans les 20-30 prochaines années, comme la santé, comme la tech, mais aussi des choses peut-être plus proches de ce qu'ils peuvent lire dans les informations, dans les journaux, pour avoir un peu l'impression de suivre leurs investissements dans leur portefeuille. Donc vraiment un mix et une diversification est importante en termes de temps, en termes de géographie et en termes de secteur. Le conseil que je donnerais, c'est de passer par un fonds de fonds. Surtout pas aller choisir des fonds parce que quelqu'un, un ami d'amis viendrait vous présenter un fonds, sauf à être un spécialiste d'un secteur donné, etc. Mais clairement, la solution pour faire son éducation, c'est de passer par un fonds de fonds. Et puis, progressivement, si ce fonds de fonds donne la possibilité de faire des co-investissements dans des fonds, au bout de quelques années, pourquoi pas commencer à co-investir dans des fonds. Mais c'est vraiment à chacun son métier. Si on n'est pas un spécialiste de l'investissement de façon générale, et encore moins un spécialiste du private equity, c'est stupide et très risqué d'aller investir en direct, dans les sociétés c'est encore pire, mais d'aller investir en direct dans un fonds, parce qu'un particulier, encore une fois, si ce n'est pas un financier, il n'aura pas la capacité à analyser les atouts et les faiblesses d'un fonds. Vous venez de l'entendre, l'activité du private equity reprend progressivement. Il est vrai que l'environnement macro a été chamboulé depuis 2 ans avec le conflit en Ukraine, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Mais comme l'ont rappelé Alexandra Poutras et Jean-Philippe Keravec, ce sont ces moments post-crise qui fournissent finalement les meilleures opportunités d'investissement. Et toi, Louis, quel est ton regard sur cette baisse d'activité que l'on a connue ces derniers mois ? Le ralentissement qu'on vient de connaître n'est certainement ni le premier ni le dernier de l'histoire. L'activité de M&A, de fusion-acquisition, a toujours été cyclique. Et je peux vous garantir que le ralentissement que l'on vient de vivre n'est rien comparé à ce que l'on a vécu entre 2008 et 2011 pendant les crises successives des subprimes et de la dette souveraine en Europe. À l'époque, on se posait beaucoup plus de questions sur l'avenir du private equity qu'aujourd'hui. Pourtant, si on regarde les 2 stratégies que l'on vit chez Altaroc, du LBO et du Growth Equity dans le monde, les fonds du premier quartile de ces millésimes de 2008 à 2011, donc levés dans des conditions difficiles, ont généré un minimum de TRI net de 20% en moyenne selon PitchBook. Donc, juste pour comprendre, Louis, cela veut dire que dans les millésimes difficiles, les fonds du premier quartile ont délivré plus de 20%. Absolument. Mais attention, tu disais millésimes difficiles. Ce sont des millésimes où l'environnement macroéconomique était difficile. Mais qui dit environnement compliqué, dit valorisation attractive et dit en fait bon millésime parce que les fonds de private equity ne font qu'acheter durant les premières années de leur vie. Donc les millésimes de crise sont les meilleurs ou ce sont finalement les millésimes de sortie de crise, comme le disait à l'instant Jean-Philippe Keravec ? On ne sait jamais à l'avance si le millésime d'un fonds qui va durer 10 ans va être le meilleur. Mais Jean-Philippe a raison, parce que historiquement, ce sont les millésimes de sortie de crise qui ont été les meilleurs. Lorsqu'on rentre dans une crise, les valorisations baissent, mais l'activité ralentit fortement aussi, ce qui n'est pas bon pour le déploiement du fonds. Au sortir de la crise, l'activité reprend sur la base de valorisations qui ont baissé, ce qui est très bon. Et d'ailleurs, parmi les millésimes de 2008 à 2011, ce sont les 2 derniers, de 2010 et 2011, qui ont le mieux performé.
Donc l'activité en ce moment a ralenti en 2022 et 2023. Donc parmi les millésimes de 2022 et 2025, il se pourrait bien que les 2 derniers soient les meilleurs pour les mêmes raisons en fait. Mais je rappelle quand même que les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement qu'est-ce qui a provoqué ce ralentissement du marché? C'est la forte hausse des taux de 2022. Et les mécanismes sont les mêmes que dans l'immobilier. Comme dans l'immobilier, une opération de leverage buyout, de LBO, est financée en partie grâce à l'endettement. Et donc, comme dans l'immobilier, l'impact immédiat de la forte hausse des taux, ça a été un fort ralentissement de l'activité, parce que les vendeurs avaient toujours en tête les prix de l'époque où les taux étaient à 0, et les acheteurs, eux, attendaient qu'une baisse des prix vienne compenser l'augmentation du coût de leur financement. Heureusement, un tel creux d'activité en private equity ne peut pas durer trop longtemps, parce que les fonds ne peuvent pas se permettre d'être inactifs pendant trop longtemps. Ils ont 5 ans pour investir, 5 ans pour vendre. Et les gérants de fonds de private equity doivent rendre du capital à leurs investisseurs sur leurs fonds les plus récents pour pouvoir lever un fonds successeur. Et c'est pour ça qu'on voit le marché repartir en ce moment. Les vendeurs acceptant des valorisations en baisse en moyenne de 20%, avec de fortes disparités selon les secteurs et la qualité des actifs. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent investir en ce moment. Alors d'ailleurs, est-ce que tu as une reprise finalement de l'activité dans notre portefeuille? Oui, l'activité d'investissement a accéléré, je dirais, depuis le 2e trimestre de cette année. Et pour nous, l'un des principaux indicateurs d'activité, c'est notre deal flow de co-investissement qui a beaucoup augmenté en 2024. On a fait un seul co-investissement en 2023, on en a déjà fait 6 durant la première moitié de l'année 2024. Et j'aimerais souligner en fait l'efficacité de nos co-investissements pour pouvoir piloter le déploiement de nos millésimes. Nos gérants sont des gérants de fonds sursouscrits dans lesquels il faut nous engager tôt pour sécuriser notre place en fait bien avant que le fonds commence à investir. Et donc le fait que l'on investisse 20% de nos millésimes dans des co-investissements est très important parce que cela nous permet d'accélérer le déploiement de notre millésime. Et en fait, le fonds Altaroc Odyssée 2022 en est l'exemple parfait. Malgré le fort ralentissement de l'activité en 2023, Odyssée 2022 est, au bout de 2 ans, déjà investi à 44% en incluant tous les investissements signés à ce jour. Ça veut dire qu'il est en avance en termes de déploiement parce que justement, on a totalement rempli la poche co-investissement qui fait 20% du fonds avec 7 co-investissements. Merci beaucoup Louis. Tu restes avec nous pour cette seconde partie que tout le monde attend, le rappel de notre stratégie et la présentation officielle des gérants sélectionnés dans le millésime 2024. Et pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir Elliot Vincent. Bonjour Elliot. Bonjour Damien. Tu es responsable des partenariats chez Altaroc. Ce matin, tu as déjà une première question à poser à Louis. Oui, bonjour Louis. Bonjour Elliot. Il y a un premier sujet que je voulais aborder avec toi. Lors de la visio de présentation du nouveau millésime Altaroc que nous avons fait en avril, tu avais présenté à cette époque-là un univers de sélection, c'est-à-dire des fonds qui allaient potentiellement intégrer notre portefeuille. Ça permettait d'apporter de la visibilité aux investisseurs et à nos partenaires financiers. Est-ce que tu peux rappeler justement la pertinence de cette approche, à savoir ne pas prendre des engagements fermes dans des fonds de premier abord pour pouvoir travailler ensuite l'allocation? Oui, cette approche, elle nous permet, 1, d'être plus transparent sur notre univers de sélection, et 2, de nous donner plus de flexibilité et mieux piloter le rythme de déploiement de notre millésime, en privilégiant notamment des fonds qui déploieront suivant une cadence en ligne avec celle de notre millésime. Oui, c'est ce que tu avais expliqué la dernière fois. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'équipe d'investissement a fait le choix de s'engager de façon ferme auprès de 4 gérants, totalisant 5 fonds. Oui, et pour rappel, notre ambition de collecte pour Odyssée 2024, c'est 400 millions d'euros, dont 20% seront alloués à des co-investissements et 80%, donc 320 millions d'euros, seront engagés dans des fonds. Sur ces 320 millions d'euros, on a déjà engagé 260 millions d'euros dans 5 fonds. Donc 70 millions d'euros dans Vitruvian Investment Partners 5, qui est un fonds de grosse equity, grosse buyout à stratégie mondiale, majoritairement européenne. 70 millions d'euros dans Summit Partners Gross Equity Fund 12, un fonds encore de grosse equity, grosse buyout, mais qui investit cette fois en Amérique du Nord.
45 millions d'euros dans le fonds Thoma Bravo Discover 5, un fonds de LBO Upper Middle Market qui investit exclusivement dans le secteur des logiciels en Amérique du Nord. 40 millions d'euros dans le fonds Thoma Bravo 16, un fonds de LBO Large Cap qui investit aussi dans le secteur des logiciels en Amérique du Nord. Et enfin, 35 millions d'euros dans le fonds Bridgepoint Development Capital 5, un fonds de Lower to Mid Market Buyout européen. Ok, ça fait beaucoup d'informations, mais si je comprends bien, il reste 60 millions qu'il nous reste à allouer finalement sur un nouveau gérant ou un nouveau fonds. Oui, et ce dernier fonds devrait être un fonds européen pour maintenir notre bon équilibre géographique. On aura un portefeuille très bien équilibré, en ligne avec notre répartition géographique cible de 45% en Europe, 45% en Amérique du Nord et 10% en Asie et le reste du monde, en ligne avec notre répartition sectorielle cible de 50% dans les logiciels, 20% santé, 20% services et 10% au secteur de la consommation. Donc un portefeuille investi dans les secteurs porteurs de la nouvelle économie, au business model défensif et couvrant tous les segments de marché que l'on vit chez Altaroc. Du bas du mid-market avec Bridgepoint Development Capital 5 jusqu'au large cap avec Thoma Bravo 16. Ok, ouais, c'est effectivement la stratégie qu'on poursuit à chaque fois dans la constitution de nos portefeuilles. Donc là, on a sélectionné 5 fonds, 4 gérants pour gérer ces 5 fonds. Il y a 2 gérants qui ne faisaient pas partie de l'univers de sélection que tu avais présenté en avril dernier, à savoir Thoma Bravo et Vitruvian. Pourquoi? Oui, en fait, il y a beaucoup de gérants de fonds de LBO dédiés au secteur des logiciels en Amérique du Nord qui sont en levée actuellement. Et dont 6, en fait, respectent tous nos critères de sélection. Pourtant, on est vraiment très sélectif, en fait. Et donc, du coup, on a dû faire des due diligence très poussées sur ces 6 gérants, ce qui nous a pris beaucoup de temps, mais ce qui nous a aussi permis de nous forger vraiment une conviction très forte sur Thoma Bravo comme relation privilégiée 2024 pour investir dans des éditeurs de logiciels en Amérique du Nord. Le choix de Vitruvian est aussi le résultat d'une diligence très poussée sur plusieurs fonds growth à stratégie mondiale. Et l'avantage d'investir dans le fonds 5 de Vitruvian, c'est en fait qu'il est déjà investi à 23%, ce qui permet de lancer le déploiement de notre millésime 2024. Alors le taux d'investissement de ce fonds n'est évidemment pas la raison principale pour laquelle on a sélectionné Vitruvian, mais c'est un atout supplémentaire pour le millésime 2024. Oui, et puis d'ailleurs, tu rappelais au tout début de notre entretien que justement le fait de travailler sur un univers de sélection permettait de piloter le déploiement des millésimes Altaroc en capital, donc de faire travailler de façon plus efficiente le capital des investisseurs également. Donc en fait, c'est complètement cohérent. Claire va nous rejoindre tout à l'heure pour nous présenter d'ailleurs les premières sociétés que Vitruvian a achetées et sur lesquelles les investisseurs vont être directement investis en se positionnant sur le millésime 2024. Tu viens d'annoncer la sélection donc de 4 gérants, des engagements dans 5 fonds. Est-ce que tu peux nous rappeler les points communs qu'il y a entre ces gérants? Oui, alors le premier point commun qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils créent tous de la valeur grâce à la forte croissance opérationnelle de leur société en portefeuille et non grâce à l'endettement, le levier financier qui est leur plus faible levier de création de valeur. Et c'est ça qui nous permet en fait de nous convaincre de la réplicabilité de leurs performances passées dans un environnement de taux plus élevé. Mais je te remercie, ça d'ailleurs c'est essentiel parce que c'est vrai que sur le terrain on nous pose très régulièrement cette question, la question de l'impact de la hausse des taux sur les performances du private equity. Donc c'est très important de rappeler que nous recherchons avant tout des gérants qui sont en mesure de délivrer de la performance opérationnelle avant une performance due à un effet de levier. Absolument. Alors le deuxième point commun, c'est qu'on investit dans des fonds spécialisés dont les équipes sont expertes dans leur secteur. Alors Thoma Bravo, Vitruvian, Summit sont experts dans le secteur de la technologie, mais Summit est aussi expert dans le secteur de la santé. Et Vitruvian ou Bridgepoint sont experts dans plusieurs sous-secteurs des services aux entreprises. Le troisième point commun, c'est le niveau très élevé de leurs performances passées. La moyenne arithmétique des performances des fonds matures de ces 4 gérants est comprise entre 2,6 fois et 2,9 fois la mise nette, et entre 23% et 33% de TRI net. Ok. Donc si je résume les 3 points communs que tu viens d'évoquer, donc la première, c'est que c'est des gens qui utilisent finalement assez peu, ou en tout cas de manière maîtrisée, l'effet de levier pour créer de la valeur. C'est plutôt l'excellence opérationnelle.
Le deuxième point, c'est que ce sont des acteurs ultra spécialisés de leur secteur et présents sur ces secteurs parfois depuis plusieurs décennies. Donc vraiment des acteurs reconnus pour leur expertise. Et enfin, le troisième point, bon, qui est aussi très important, à savoir des performances historiques qui sont globalement remarquables. Est-ce que si on rentre un peu plus dans le profil de ces fonds, est-ce que tu peux, de ces gérants, est-ce que tu peux détailler leurs spécificités, leurs caractéristiques propres? Oui, et peut-être commençons par les fonds de LBO, Oui, donc Thomas Bravo et Bridgepoint Development Capital. Alors, pour rappel, hein, lorsqu'on s'engage dans un fonds de private equity, c'est un peu comme si on signait un chèque en blanc à 10 ans au gérant du fonds. Donc, il est vraiment essentiel de très bien connaître les gérants avec qui on investit. Et pour ce millésime, comme pour le précédent, on s'engage aux côtés de gérants que l'on connaît depuis très longtemps. Donc, Thomas Bravo, c'est un gérant que je suis de longue date. Lorsque je travaillais chez Groupama Private Equity, il y a déjà plus de 17 ans, on était investisseur dans le millésime 2006 de Thomas Crécy. Et c'est une équipe qui s'est séparée en deux en 2008, donc en Crécy, un fonds dédié à la santé, dans lequel d'ailleurs Altaroc Odyssey 2022 est investisseur, et Thomas Bravo, un fonds de LBO dédié au secteur des logiciels en Amérique du Nord. Thomas Bravo est depuis devenu vraiment une marque référence dans le LBO, dans le secteur des logiciels, dans le monde entier. C'est une équipe qui crée de la valeur avant tout de manière opérationnelle. La plupart des éditeurs de logiciels, en fait, ne savent pas gérer leur marge opérationnelle de manière optimale. Et Thomas Bravo a développé un playbook qui leur permet de fortement améliorer les marges de leur société en portefeuille durant la première année de détention. Et ensuite, ils se concentrent sur la croissance, notamment la croissance externe. Et nos due diligence ont montré en fait que ce playbook de création de valeur leur a permis de générer des performances très élevées et de manière très homogène dans le temps. Donc on s'est engagé dans deux fonds de Thomas Bravo. Thomas Bravo 16, le fonds Large Cap, et Discover 5, leur fonds Upper Middle Market qui investit dans des sociétés un peu plus petites. Ok, merci Louis. Juste le playbook, hein, je rappelle que c'est les recettes de création de valeur qui sont réplicables hein, pour ceux qui découvrent. Et du coup, Bridgepoint Development Capital, tu les connais aussi depuis longtemps dans ta vie d'ancien investisseur institutionnel? Oui, alors Bridgepoint Development Capital, ça fait aussi une dizaine d'années que je les connais. J'étais investisseur dans le fonds BDC, hein, Bridgepoint Development Capital 3, et BDC 4, et j'étais membre du comité consultatif de ces deux fonds avant de rejoindre Altaroc. Et pour rappel, hein, Altaroc est déjà investisseur dans le fonds principal de Bridgepoint, Bridgepoint Europe 7, hein, via Altaroc Odyssey 2022, qui investit dans des sociétés de taille comprise entre 250 millions d'euros et 1 milliard. Et Altaroc Odyssey 2024 s'est engagé dans Bridgepoint Development Capital 5, qui est le fonds petit frère, qui lui investit dans des sociétés de taille comprise entre 50 millions d'euros et 250 millions d'euros. Donc BDC investit dans des sociétés en forte croissance, dans les secteurs des services, de la technologie, de la santé et de manière plus opportuniste dans le secteur de la consommation. Et ces fonds, en fait, petits frères, ils sont très performants parce qu'en fait, ils bénéficient de leur appartenance à une plus grosse organisation qui dispose de nombreuses expertises en interne, sectorielles, opérationnelles, une infrastructure souvent pan-européenne, qui leur donne un avantage compétitif certain sur le marché des sociétés de plus petite taille, où ils sont en concurrence avec des fonds plus petits qui ne disposent pas des mêmes moyens. C'est très clair, merci pour cette explication et ça rejoint d'ailleurs la thèse d'investissement que tu avais évoquée en avril dernier lors du lancement du millésime 24, à savoir investir dans des fonds qui vont se positionner sur le lower mid-market mais qui bénéficient des ressources et des capacités d'une firme large cap, positionnée pour faire du large cap. D'ailleurs, le fonds Thomas Bravo Discover 5 est également le fonds petit frère du fonds Thomas Bravo 16 dans lequel nous investissons également, qui poursuit cette stratégie. Alors d'ailleurs, restons sur Bridgepoint. Je vous propose tout de suite de découvrir une interview d'Olivier Nemsgern. Il est l'associé qui dirige le fonds Bridgepoint Development Capital et j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a quelques jours. Il nous présente le fonds et sa stratégie. On l'écoute.
Bridgepoint Development Capital, c'est la business unit qui est dédiée au lower mid-cap chez Bridgepoint. Donc, on a Bridgepoint Europe, qui est le gros fonds, qui fait plus du upper mid-cap. On a un fonds de dette, on a un fonds d'infra, et on a Bridgepoint Development Capital, donc BDC, qui fait le lower mid-cap. Lower mid-cap, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des tickets d'equity par transaction entre, on va dire, 50 et 150 millions. Des deals majoritaires ou minoritaires, donc du coup avec des valeurs d'entreprise assez larges en fait, parce qu'entre un deal très majoritaire avec 50 millions ou un deal minoritaire avec 150, ça donne une fourchette assez large d'intervention. En termes d'exposition géographique, les 4 corps pays sont l'Angleterre, la France, la Suède qui en fait couvre tous les pays nordiques et l'Allemagne qu'on a ouvert il y a un peu plus d'un an à peu près. Mais on couvre aussi de façon un peu opportunistique les Pays-Bas et l'Espagne. Donc en fait, c'est vraiment un fonds pan-européen, ce qui est assez rare dans notre écosystème, à cette taille-là, d'avoir une présence géographique aussi étendue. En termes de secteur d'activité, il y a un gros focus sur tout ce qui est technologie, services, santé, et de façon opportunistique de l'industrie et du consumer. Le fonds numéro 5, donc il est en cours de levée. La levée de fonds sera finie avant la fin de l'année. C'est très bien passé pour l'instant, malgré l'environnement macro qui est pas complètement évident. Il devrait faire... la cible officielle, c'est 2 milliards. On finira au-dessus. On verra exactement combien au 4e trimestre. Et donc, son investissement commencera au 4e trimestre de cette année. Devrait durer au moins 4 ans, ce qui est à peu près notre période d'investissement standard. Et je pense sera composé à peu près d'une vingtaine d'actifs. C'est l'idée. Donc, un fonds assez diversifié. Il y a des avantages opérationnels et puis des avantages, on va dire, une forme de sécurité pour les investisseurs, puisque je pense que ce qui plaît aux investisseurs, c'est l'idée de se dire, si à un moment donné, il se passe quelque chose dans le fond, il y a tout un tas de ressources très compétentes et très seniors dans d'autres divisions du business qui peuvent venir donner un coup de main. Donc c'est sûrement plus rassurant qu'un fonds indépendant, totalement indépendant, qui n'appartient pas à une plateforme. D'un point de vue opérationnel, moi, ce qui m'intéresse dans la plateforme, et nous, chez BDC, ce qui nous intéresse dans la plateforme, c'est déjà la mise en commun de savoir-faire et puis de compétences et de connaissances sur les secteurs. Donc on a des équipes sectorielles communes entre Bridgepoint Europe, le gros fonds, et BDC, notamment sur nos 3 secteurs clés que j'ai déjà cités. Et donc ça permet de partager le knowledge, de partager les réseaux d'experts qu'on a construits, de partager les informations de marché. Et donc ça rend beaucoup plus efficace, à la fois pour construire la conviction sur les secteurs et les sous-secteurs, pour identifier les cibles, et puis une fois qu'on a identifié une cible, pour la travailler et être très convaincant vis-à-vis des vendeurs et des managers de par notre connaissance du secteur d'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un avantage très important. Il y a un autre avantage, évidemment, c'est la marque et la puissance du groupe, ce qui fait que par rapport à des conseils M&A ou autres, on a quand même un poids supérieur, ce qui parfois peut être utile. Et puis derrière, on a évidemment la mise en commun de toutes les fonctions support. Donc ça veut dire des équipes investisseurs communes, ça veut dire des équipes financières communes, des équipes taxes communes, et puis un certain nombre d'équipes opérationnelles support du portefeuille. Donc on a une équipe qui s'occupe de toutes les dettes, par exemple, qui est commune aussi. On a une équipe qui fait l'optimisation d'achat, qui peut aussi travailler sur les 2 fonds. On a une équipe intelligence artificielle et digital transformation qui travaille aussi pour les 2 fonds. Voilà, donc on a un certain nombre de fonctions communes qu'on pourrait difficilement se payer avec un seul véhicule et qui, avec 2 véhicules, devient beaucoup plus intéressante. Et donc voilà, ça fait une différence par rapport à la plupart des concurrents. BDC a été créé en 2009-2010 par là. Le premier fonds, ça s'est fait par rachat au départ. Hein. Donc le premier fonds était assez petit, il devait faire à peu près 300 millions de livres, je crois. La performance était était supérieure à 3 fois la mise et 20% de TRI. Le deuxième fonds, qui a été investi entre fin 2012 et 2016, faisait plus de 350 millions. Ce fonds-là a fait 2,6 fois la mise, je parle en grosse multiple, hein, mais ma meilleure TRI, 27 ou 28% de TRI de mémoire. Et le fonds 3, qui a été investi entre 2016 et 2020, lui, n'est pas encore totalement réalisé, contrairement aux 2 premiers, mais il est sur une très bonne voie, puisqu'il il va délivrer plus de 4 fois la mise.
Et pour l'instant, on est à 40% de TRI, on devrait finir, je pense, vers les 35%. Donc c'est un fonds exceptionnel. Hein. C'est pas une performance qui est reproductible. Voilà. En tout cas, c'est pas ce qu'on vend à nos investisseurs. Nous, ce qu'on vend à nos investisseurs, c'est toujours la même chose. C'est plus de 2,5 fois la mise et viser à peu près 20% de TRI. Pour vraiment que ce soit un placement intéressant, il faut être chez les bons fonds. Et le problème, c'est d'accéder aux bons fonds. Parce qu'évidemment, nous, c'est pas du tout une forme d'élitisme ou quoi, mais on n'a juste pas les moyens de gérer des centaines d'investisseurs particuliers. On n'a pas les infrastructures pour ça, c'est pas notre métier, on n'est pas armé pour ça. Donc nous, on travaille qu'avec des institutionnels parce que, par exemple, dans BDC 3, je crois qu'il y avait une douzaine d'investisseurs, une quinzaine d'investisseurs. En BDC 4, il y en avait peut-être 35. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc évidemment, on est obligé d'avoir des tickets minimaux quand même d'une certaine taille, sinon ça n'a plus de sens pour nous. D'où l'intérêt d'avoir des agrégateurs, je ne sais pas comment vous vous qualifiez vous-même, Altaroc, mais d'avoir des acteurs qui fédèrent cette demande et avec qui nous on peut traiter. Et voilà, donc faut trouver aussi le bon agrégateur qui va choisir les bons fonds, parce que les performances, comme je disais, sont très variables d'un fonds à un autre. Ils sont aussi parfois variables de vintage en vintage. Et puis parfois, chez les fonds, il y a aussi des changements d'équipe, il y a aussi des changements de stratégie. Enfin, il faut être bien au fait du marché, bien comprendre ce qui se passe pour bien guider ses clients, pour vous. Et puis pour le client, voilà, faut choisir le bon agrégateur et investir au bon endroit pour du long terme. Bon, après, il faut faire confiance. De toute façon, après, ça prend tellement de temps. Mais je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, moi, mon expérience personnelle sur 20 ans, plus de 20 ans de private equity, je n'ai jamais vu un fonds ne pas rendre le cost. Je crois bien. En France, en tout cas. C'est le marché que je connais. Je crois que j'ai jamais vu un fonds ne pas rendre le cost. Même à travers les pires cycles, les pires crises, la crise financière de 2008, la crise de l'euro derrière, maintenant la crise ukrainienne. Enfin, voilà, donc, bon, c'est quand même assez solide. Quand on voit la volatilité d'autres supports comme l'immobilier ou la bourse, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est des investisseurs institutionnels, donc on a beaucoup de caisses de retraite. Je les appelle comme ça parce que si je commence à parler de fonds de pension, il y a une incompréhension en France sur ce qu'est un fonds de pension. Un fonds de pension, c'est jamais qu'une caisse de retraite anglo-saxonne. Comme ils ont un système par capitalisation, les gens placent leur argent dans ces fonds-là, qui sont censés faire fructifier l'argent au maximum parce que c'est cet argent qui financera leur retraite plus tard. Voilà, donc on a beaucoup donc je vais les appeler caisses de retraite. Beaucoup d'acteurs américains, donc, mais aussi anglais, nordiques, allemands. Enfin voilà, on a toutes les nationalités. On a une grosse partie, plus d'un tiers de nos investisseurs aux États-Unis, je dirais, aussi un bon tiers en Europe. Et puis là, on diversifie avec des investisseurs aussi asiatiques et du Moyen-Orient. On a quelques fonds souverains. On a quelques family office de familles très fortunées. On a quelques assureurs. Voilà, donc très majoritairement ce type d'acteurs. Et puis, on a Altaroc, qui est en fait quelque part un premier pas pour nous. Je ne sais pas si chez BDC, on n'a pas d'autres, en tout cas pour l'instant, ça je le sais. Donc c'est une diversification vers le retail, en fait. Voilà, c'est un début, c'est la première fois pour nous. Sachant que je pense que le retail va être amené à se développer dans les années futures. Comme vous venez de l'entendre, nous sommes les seuls à permettre à des clients privés d'investir dans ce fonds BDC5 qui est difficile d'accès, même pour beaucoup d'investisseurs institutionnels. C'est quand même assez incroyable. Oui, et en fait, ce fonds, il était totalement alloué après seulement 3 mois de levée. Et il n'est pas accessible, il est accessible seulement aux investisseurs qui sont déjà investisseurs dans le fonds Bridgepoint Europe 7. Et pour revenir juste sur Olivier Nemsgaard, que je connais depuis une dizaine d'années, son parcours est quand même fantastique. C'est assez rare de voir un Français prendre la tête d'un fonds pan-européen, d'une firme britannique, leader de l'industrie du private equity devenue globale. Louis, pourrais-tu maintenant peut-être nous présenter les deux fonds de growth dont on n'a pas parlé encore, donc Summit et Vitruvian? Oui, alors Summit, j'ai investi avec eux pour la première fois en 2008, oui. Donc ça fait 16 ans que je les connais. C'est vraiment l'une des marques références du growth equity, growth buyout en Amérique du Nord. Et c'est un gérant qui, comme TA Associates, un des gérants de Odyssey 2023, est pionnier de l'approche de sourcing de transactions que l'on appelle le cold calling et qui consiste à approcher de manière proactive des dirigeants de sociétés en très forte croissance pour bâtir une très forte relation avec eux et donc être leur premier choix quand ils décideront
de céder une part minoritaire ou majoritaire de leur capital. Okay. Et donc Summit investit dans des sociétés qui croient de manière organique à peu près 50% par an. Donc la création de valeur se fait vraiment via une très forte croissance organique et aussi de la croissance externe. Ils investissent avant tout dans le secteur de la technologie et de la santé, mais aussi dans les services aux entreprises et la consommation. L'équipe compte 19 partenaires qui sont présents dans la firme depuis 18 ans en moyenne, donc c'est l'une des équipes les plus stables du marché, avec un senior management très expérimenté, mais encore jeune. Enfin, c'est un fonds qui dispose d'un track record d'une 40aine d'années, donc de très nombreux fonds matures, on l'a vu, hein, avec une moyenne arithmétique de performance de 2,9 fois la mise, donc une très bonne performance, supérieure clairement à la moyenne du marché, selon notre base de référence PitchBook. Donc Vitruvian, c'est un gérant que je connais aussi depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. J'étais en fait investisseur dans leur fonds 3 et leur fonds 4. J'étais membre du comité consultatif de leur fonds 3 avant de rejoindre Altaroc. Et c'est devenu l'une des marques de référence aussi du Growth Equity, Growth Buyout, mais cette fois en Europe. Donc Vitruvian investit aussi dans des sociétés à faible intensité capitalistique et qui affichent une croissance organique explosive. Ils investissent dans tous nos secteurs de prédilection, donc technologie, santé, services et consommation. Et selon nous, ils ont bâti l'une des meilleures équipes en Europe, hein, vraiment de qualité large cap, au service de sociétés du mid-market. Là encore, hein, nos due diligence ont validé qu'ils ont généré une performance vraiment très élevée, 2,6 fois en moyenne arithmétique pour les fonds matures, avec un faible taux de perte. Merci beaucoup Louis pour ces éclaircissements. En tout cas, c'était très clair. Merci Elliot. Merci à tous les deux. Et vous le voyez donc, une sélection de gérants qui ont fait leurs preuves au fil des années. Thomas Bravo, Bridgepoint, Summit et Vitruvian. Je vous propose tout de suite de parler des entreprises déjà financées par Vitruvian avec Claire Pessard qui nous rejoint. Bonjour Claire, tu es responsable des reportings et de l'ESG chez Altaroc. Bonjour Damien. Alors, Vitruvian a déjà quelques sociétés en portefeuille. Est-ce que tu peux nous les présenter? Quel marché adresse-t-elle finalement et qui se cache derrière ces entreprises? Oui, alors effectivement, Vitruvian a déjà 6 sociétés en portefeuille, 6 sociétés assez incroyables et j'avais vraiment envie de toutes vous les présenter. Alors, la première société, en fait les 2 premières sociétés, finalement, sont dans des activités assez similaires. Elles ont créé des solutions pour faciliter le travail du back-office dans les entreprises. Alors, la première société, elle est suédoise, elle s'appelle Aspia et elle a conçu une plateforme très disruptive qui s'appelle My Business, sur laquelle en fait elle met à disposition des expertises de consultants métiers sur des métiers finalement assez variés puisqu'ils vont de la comptabilité à la gestion de la paye. Donc une société vraiment très innovante et qui a cru de 10% par an sur les dernières années, mais surtout ce qui est très intéressant chez Aspia, c'est qu'en fait, elle présente une très forte récurrence de ses ventes et une forte résilience, même dans les périodes de ralentissement économique, puisque finalement, ces solutions deviennent très vite indispensables. La deuxième plateforme, alors c'est une société américaine. Elle s'appelle Aduro Advisors. Et en fait, c'est une société qui cible uniquement le back-office des firmes de private equity. Imagine, Damien, qu'aujourd'hui, plus de 550 sociétés de capital investissement font confiance à Aduro pour gérer en fait toutes leurs opérations. Et en fait, ça représente quand même plus de 120 milliards de dollars sous gestion qui sont gérés sur la plateforme. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup Claire. Je crois que désormais, tu veux nous emmener en Espagne. Oui, alors tout à fait. Une autre société assez incroyable. Elle s'appelle Red Arbor et elle est devenue en fait en une dizaine d'années un des leaders mondiaux du recrutement en ligne et le leader en Amérique latine. Elle pèse aujourd'hui plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et alors, pourquoi un tel succès? C'est qu'en fait, elle a développé en fait des solutions, si tu veux, qui permettent aux recruteurs d'optimiser la façon dont ils rédigent les offres en ligne et du coup pour attirer les meilleurs talents. Aujourd'hui, la société a plus de 150 000 clients
avec des noms aussi prestigieux que Sodexo, Starbucks ou encore BMW. Alors, je crois qu'il y a aussi une entreprise qui se démarque par son innovation dans le domaine de la santé. Oui, tout à fait. Alors, c'est une société américaine, celle-ci. Elle s'appelle Objective Health. Alors, en fait, c'est une société qui est dans le domaine de la health tech. En fait, c'est la technologie au service de la santé. Et elle a développé en fait des solutions pour accélérer l'identification et le recrutement des patients dans les essais cliniques. Et tu sais, Damien, que la difficulté à recruter des patients, en fait, est la cause du retard dans plus de 80% des cas pour les essais cliniques. Donc effectivement, Objective Health adresse vraiment un défi majeur pour la médecine. Et ce qui explique d'ailleurs sa très forte croissance, puisque quand on regarde par exemple sur les 2 dernières années, son chiffre d'affaires a cru d'environ 50% par an. Au vu de ce que tu viens de nous présenter, on a hâte de connaître les 2 entreprises qui te tiennent à cœur. Oui, alors tu vas comprendre pourquoi, Damien. Donc Vitruvian est guidé par une dizaine de thèmes d'investissement, et l'un de ces thèmes, c'est la mobilité de demain. Et donc effectivement, on a 2 sociétés emblématiques de ce thème que je vais maintenant vous présenter, et tu vas comprendre pourquoi elles me sont chères. Donc la première, c'est Flowbird. C'est une société qui est un leader dans le domaine de la mobilité urbaine et des smart cities, les villes intelligentes. En fait, c'est une société qui est issue de la fusion de 2 acteurs, EasyPark, qui était un leader historique du stationnement payant sur mobile, et Flowbird, qui en fait fournit des solutions intégrées de stationnement et de transport. Alors, Flowbird, dans le monde ancien, c'était des actifs physiques, donc des horodateurs, des caisses automatiques. Et puis maintenant, avec la digitalisation, en fait, Flowbird a développé effectivement des outils digitaux pour faciliter la vie des citadins et fluidifier la circulation à l'intérieur des villes. Donc sur son appli, c'est une application très conviviale, très facile à utiliser. Le citadin va pouvoir identifier un parking à proximité, payer son stationnement, etc., etc. Alors, Flowbird, aujourd'hui, c'est une société donc, qui est un leader mondial, plus de 80 pays dans lesquels Flowbird est présente, plus de 100 millions de transactions gérées sur son application. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que Flowbird dispose en fait d'énormément de données, finalement, sur le déplacement des citadins à l'intérieur des villes, et elle va pouvoir en fait monétiser ces données auprès des opérateurs de parking, auprès des municipalités, et en fait, elle va donner en fait à tous ces acteurs finalement les moyens de repenser le schéma des villes. Alors, tu évoquais 2 entreprises présentes dans le millésime sur le secteur de la mobilité. Est-ce que tu peux nous présenter la 2e entreprise? Oui, alors là, on quitte le monde des villes pour aller dans le domaine de l'aérien avec une société qui s'appelle OAG, qui est une société anglaise presque centenaire. Mais en fait, centenaire, mais je dirais dont la mission finalement prend tout son sens aujourd'hui. Elle est en fait spécialisée dans la collecte et l'analyse de données sur tout le transport aérien. Alors, OAG a acquis une autre société qui s'appelle Infer en 2023. Donc aujourd'hui, on a vraiment un acteur, on va dire, très très puissant dans le domaine de la donnée pour le transport aérien. Il faut savoir que le groupe aujourd'hui analyse la quasi-totalité des vols commerciaux dans le monde. Alors, ces données concernent quoi? Concernent les prix des billets, la recherche des vols par les voyageurs, la capacité des avions, le suivi des vols en temps réel. Donc, vraiment des données très, 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 très larges et qui sont utilisées par les compagnies aériennes. Aujourd'hui, OAG a plus de 1000 clients parmi les compagnies aériennes. Alors, qu'est-ce qu'elles font de ces données? Par exemple, en fait, elles vont les utiliser pour optimiser le prix des billets d'avion en fonction de l'horaire de départ. Elles vont aussi, par exemple, les utiliser pour cibler le meilleur canal de distribution des billets. Donc, c'est vraiment des données qui sont très, très, très essentielles pour les clients. Mais alors, tu vas me dire pourquoi, en fait, je suis passionnée par l'entreprise. Voilà. En fait, c'est que cette entreprise a créé une plateforme qui s'appelle Flight Emission Data, qui là, en fait, se focalise sur la consommation de carburant
et les émissions de CO2 générées par le transport aérien. Donc, bien entendu, en tant que responsable ESG, je suis très curieuse de cette plateforme. Et effectivement, donc c'est une plateforme qui est très précieuse aussi pour les compagnies aériennes, parce qu'en fait, elle va leur permettre de faire leur rapport ESG, par exemple, puisqu'il y a toute une série de données sur l'environnement, mais aussi, en fait, de pouvoir optimiser les itinéraires des vols. Donc ça, on est vraiment dans l'opérationnel. Optimiser la quantité de carburant. Donc c'est vraiment en termes de données sur l'empreinte carbone, c'est très précieux. Donc voilà, ces deux sociétés, elles me sont chères en tant que responsable ESG, effectivement parce qu'elles jouent un rôle central dans la décarbonation de l'économie. Flowbird, parce qu'elle permet en fait d'optimiser et donc de réduire les émissions de CO2 liées à la circulation urbaine, et OAG, puisqu'en fait elle donne aux acteurs de l'aérien toutes les clés finalement pour travailler à la décarbonation. Je suis fan, tout simplement. Pour en savoir plus sur ces sociétés, rendez-vous sur notre site internet. Et pour tous ceux qui, comme moi, sont fans de sociétés disruptives, rendez-vous fin octobre pour notre prochain webinaire reporting. Merci beaucoup Claire. Passons désormais à la dernière partie de ce webinaire avec l'accompagnement de nos partenaires et tout ce que nous développons pour eux. Pour cette troisième partie, j'ai le plaisir de recevoir Aurélia Lovadina, notre directrice de la distribution, et Julien Bétou, notre directeur du marketing. Bonjour à tous les deux. Bonjour Damien. Bonjour Damien. Alors Aurélia, nous le disions en introduction, Altaroc, encore très jeune acteur d'une classe d'actifs peu connue, a levé plus d'1 milliard d'euros en 2 ans. Comment analyses-tu ce succès ? Alors tout d'abord, je pense que c'est la proposition de valeur d'Altaroc qui est très différenciante à l'heure où la gestion privée et la gestion de fortune ont besoin de moderniser leurs allocations d'actifs. C'est vrai que le private equity est une réponse intéressante pour satisfaire le besoin de diversification et de performance sur le long terme. Il y a un autre point, c'est qu'elle répond, cette classe d'actifs, aux aspirations des clients privés. Ils ont envie de donner du sens à leur épargne, d'investir dans l'économie réelle, on l'a vu tout à l'heure avec Claire, d'accompagner des entrepreneurs à succès, de financer des innovations. Donc sur ce point, le private equity coche les cases. Par contre, il est vrai que le private equity présente des spécificités et une complexité qui est souvent nouvelle pour le conseiller financier, pour son client, et ils doivent l'appréhender. Pourtant, quand cette classe d'actifs est bien maîtrisée par les conseillers financiers, elle leur permet d'apporter une vraie valeur ajoutée auprès de leurs clients en les accompagnant pour construire une stratégie de private equity sur le long terme, faire travailler leur capital à long terme pour qu'ils se génèrent une rente ou qu'ils se construisent un capital. Et véritablement, l'offre Altaroc a été pensée pour les clients privés et est inspirée des meilleures pratiques institutionnelles. Donc c'est un vrai outil aussi de fidélisation pour nos partenaires, pour leurs clients. Ouais, tout à fait, on comprend que le private equity finalement répond à un fort besoin de la clientèle privée, mais que sa commercialisation nécessite un accompagnement qui est spécifique. J'imagine que le dispositif commercial mis en place par Altaroc a contribué à ce succès. Tu le sais, Damien, chez Altaroc, nous sommes véritablement en mission pour démocratiser cet investissement de qualité institutionnelle à destination des clients privés. Et il est vrai que l'équipe commerciale et l'équipe service partenaire a été dimensionnée pour répondre à cette ambition. Donc en France, nous avons par exemple 3 responsables partenariats qui s'occupent uniquement de Paris et de l'Île-de-France, Olivia, Yanis et Clément. On a 3 autres responsables partenariats qui s'occupent des régions, donc la région Nord et Est pour Maxime, la région Grand Ouest pour William, et la région Sud-Est pour Elliott. Elliott s'occupe aussi avec Thibaut de la relation avec les grands comptes. Et en fait, toute l'équipe au quotidien est en train d'interagir avec les conseillers, les banquiers privés de nos partenaires. Ils les accompagnent pour faire énormément de pédagogie, qu'ils comprennent bien l'offre. Ils les accompagnent aussi auprès de leurs clients privés pour présenter la classe d'actifs du private equity, présenter l'offre Altaroc. Et c'est vrai que je ne mentirais pas en disant qu'on a dû faire au moins 1000 rendez-vous à tous cumulés. Et il y a un véritable intérêt de la clientèle privée pour cette classe d'actifs du private equity. Donc c'est pour nos partenaires un vrai outil de conquête également qu'ils apprécient.
Après, on a notre service partenaire qui, avec le concours des équipes opérations, innove au quotidien pour rendre simple et fluide tout le process, le parcours de souscription, la vie des millésimes, à la fois pour nos partenaires et pour leurs clients. Et c'est un investissement conséquent pour Altaroc. C'est vraiment je dirais un poste stratégique. On a 20 personnes au quotidien qui œuvrent en ce sens. Et je dois dire que même si on est très fiers évidemment de la qualité des millésimes qu'on propose à nos partenaires et à leurs clients, le service est clé dans le succès d'Altaroc et on est aujourd'hui très fiers de proposer tout un écosystème digital et serviciel à nos partenaires et à leurs clients qui est sans commune mesure. Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes allés à la rencontre de nos partenaires cet été dans toute la France pour représenter cette organisation et notre offre à l'occasion du premier roadshow Altaroc. Je dois dire que j'ai été impressionné par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à cette occasion. Je crois que cela a été finalement une belle expérience pour toute l'équipe d'Altaroc. Une très belle expérience. On a été surpris. On a plus de 400 partenaires, banquiers privés, CGP qui sont venus à notre rencontre lors de ces roadshows. D'ailleurs, je les remercie d'être venus aussi nombreux, c'est l'occasion. Ça a été aussi l'opportunité pour l'équipe d'investissement, pour Louis que vous avez vu, Dimitri qui travaille avec Louis, de rencontrer nos partenaires, de présenter leurs convictions, d'échanger avec eux. Il y a eu énormément de questions. Thibault, notre responsable de l'offre grand compte, est venu aussi présenter à nos partenaires comment on construit une stratégie de private equity sur le long terme pour faire travailler le capital des clients vraiment sur le long terme. Et je crois qu'en fait, les échanges ont été vraiment appréciés dans les deux sens. Et on réfléchit, je pense, à refaire un roadshow propriétaire d'ici la fin de l'année et toujours avec cette forte volonté de pédagogie. Oui, parce que c'est vrai que finalement, la pédagogie et l'accompagnement serviciel sont clairement au cœur de notre proposition de valeur chez Altaroc. À ce propos, Julien, tu voulais revenir ce matin sur notre offre de contenu, nous présenter particulièrement notre nouveau partenariat signé avec BFM Business. Oui, merci beaucoup Damien. Alors oui, en effet, en complément des dispositifs d'accompagnement de nos partenaires que vient de nous décrire Aurélien, il faut savoir que les équipes d'Altaroc produisent chaque année des centaines de contenus exclusifs. Des séries vidéo, des dossiers spéciaux, des articles, des analyses, des infographies, des livres blancs, etc. Et toute cette production de contenu, elle a vocation à apporter un maximum de pédagogie sur la thématique de la classe d'actifs, à présenter nos offres aussi, bien sûr, et puis de manière plus générale, à faire voyager nos partenaires et leurs clients privés dans l'univers des fonds et des sociétés qui constituent nos portefeuilles. Et du coup, justement, dans cette thématique de la production de contenu, on a franchi un vrai cap cette année et en avril dernier en signant un nouveau partenariat stratégique avec BFM Business, qui est la première chaîne d'information économique en Europe. Alors ce partenariat, il nous a permis de lancer une nouvelle émission qui s'appelle Inside Private Equity et qui est la toute première émission consacrée au private equity en France. C'est un rendez-vous mensuel de 2 heures qui est réalisé en public dans le plus grand studio du groupe BFM, que tu connais bien, et qui est diffusé en simultané sur les antennes télé et radio de BFM Business. Alors cette émission, elle propose une véritable plongée au cœur du private equity, à travers notamment les témoignages d'intervenants très prestigieux. On reçoit des entrepreneurs à succès dont les sociétés ont été financées par des fonds de private equity, des patrons de fonds internationaux et des experts de l'industrie du private equity. Tous ces participants, ils viennent nous partager en plateau leur histoire, leur expertise, leur vision. Et on offre même aux membres du public la possibilité de leur poser des questions et d'interagir avec eux. Et puis c'est d'ailleurs toi, Damien, qui en tant que rédacteur en chef d'Altaroc et ancien journaliste de BFM Business, qui nous concocte chaque mois une programmation de très grande qualité. Parfaitement, Julien. Pour vous donner un petit aperçu, on a par exemple eu la chance et l'honneur d'accueillir en plateau des personnalités comme Henri Decastre, ancien PDG d'AXA et désormais senior advisor chez General Atlantic, Alexandre de Vigan, le fondateur et CEO de Infinite, une société qui devrait prochainement rejoindre le cercle très fermé des licornes françaises, Éric de Montgolfier, l'actuel président d'Invest Europe, l'association qui regroupe les acteurs principaux du private equity en Europe et qui défend d'ailleurs leurs intérêts auprès de la Commission européenne, ou encore Claire Chabrier, l'ancienne présidente de France Invest, l'organisme de référence du private equity en France, qui suit au plus près les tendances du marché, le niveau d'activité des levées de fonds et réalise régulièrement des études
incontournable sur l'impact du private equity en termes de croissance, d'innovation et de création d'emplois. Alors il faut savoir que ces experts finalement acceptent rarement de participer à des émissions de télévision et que leurs prises de parole publiques sont plutôt rares. C'est donc une vraie chance pour nous et pour les téléspectateurs de pouvoir les découvrir à l'antenne. On vous propose d'ailleurs de regarder tout de suite une compilation des meilleurs moments des 4 premières émissions qui ont été diffusées depuis le mois d'avril. Inside Private Equity, le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle. En quoi est-ce que le private equity participe au financement de l'économie réelle? On en a fait la baseline de cette émission. C'est sa raison d'être. Le private equity, quand je rentre au capital d'une société non cotée, je fais quoi? Je fais un deal avec le manager, l'entrepreneur homme ou femme. Je conviens d'un business plan avec lui ou avec elle. Et ce business plan, ça va être notre feuille de route, en fait. Et ce business plan, c'est quoi? Ce sont que des plans opérationnels. C'est le recrutement d'une force commerciale, c'est la construction d'une usine, c'est l'acquisition d'un concurrent, c'est la digitalisation de tout mon back-office, c'est la construction d'un champion par consolidation et build-up. Ce business plan, je vais le suivre sur 5 à 7 ans, avec des indicateurs de performance très précis. C'est l'économie du quotidien, c'est l'économie réelle, sur un temps long. Vous êtes une entreprise bordelaise, mais vous avez maintenant un pied aux États-Unis. C'est facile, quand on est une entreprise française, de se faire une place sur le marché américain? Non, c'est très difficile. Les Américains sont très chauvins, très protecteurs. Nous, on a... Surtout dans ce secteur. Dès qu'il s'agit de technologie. Oui, c'est vrai, surtout dans ce secteur. Nous, on a essayé pendant 4 ans de démarcher des clients américains et une des premières réponses qu'ils nous donnaient, c'est non, vous êtes français, c'est stratégique, on travaille avec des sociétés américaines. Mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis être relentless, donc ne jamais abandonner, fait qu'on a réussi à avoir des clients. Et c'est vrai que le private equity, l'arrivée de fonds américains à notre capital, nous a permis très clairement d'accélérer notre business aux États-Unis. On a vu en 2023 des investisseurs qui étaient un petit peu attentistes. Comment est-ce que vous voyez 2024? Alors, avec tout ça dans l'esprit, je sais que c'était 2-3 ans qui étaient assez volatiles, mais on est très enthousiaste par l'opportunité qui se présente. Si on voit les 2 dernières corrections, les meilleurs rendements qui se sont faits en private equity, c'est vraiment des investissements qui ont été réalisés 18 mois juste après les corrections. Donc je crois qu'aujourd'hui, le marché actuel représente une fenêtre exceptionnelle pour l'investissement en private equity. Et on voit de plus en plus d'activités comparé à 2023. Je crois qu'il y a une grande prise de conscience des investisseurs qui réalisent que ça peut être un très bon moment pour investir dans le growth et dans le private equity. Est-ce que vous avez le sentiment, la conviction que ça permet vraiment de financer l'économie réelle? Vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Vous savez, c'est la baseline de cette émission. On dit le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle. Est-ce que oui, évidemment, j'ai la conviction, je la mesure, en fait. Oui. Parce qu'au-delà d'une conviction, il faut regarder les chiffres. Et je pense que c'est ça la meilleure mesure. Comment, en termes de création d'emplois, d'investissement, de R&D? Alors, on le mesure en termes de nombre d'entreprises accompagnées. Donc, aujourd'hui, on a 10 000 entreprises qui sont accompagnées en France, start-up et PME-ETI, par le capital investissement. On le mesure à la croissance de ces entreprises et c'est comme ça qu'on crée de la valeur, puisqu'on mesure aussi que la valeur qui est créée, c'est vraiment la croissance de ces entreprises. Et une entreprise qui fait de la croissance, c'est une entreprise qui recrute. Donc aujourd'hui, ces 10 000 entreprises, c'est 2,4 millions de salariés en France, c'est 330 000 création d'emplois sur les 5 dernières années. C'est absolument colossal. Donc c'est colossal, c'est 2 fois plus que le reste de l'économie, parce que ça aussi on le mesure chaque année, et parce que ces entreprises en fait grandissent 2 fois plus vite que le reste de l'économie, donc recrutent 2 fois plus vite. J'aimerais votre avis sur l'ouverture au retail du private equity. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable, d'essentiel, et que quelque part d'ailleurs c'est un instrument de justice financière. Alors, pas n'importe quelle ouverture, parce que le risque principal dans ces affaires, c'est qu'un certain nombre d'investisseurs particuliers, se pensant sophistiqués parce qu'ils passent leur temps à aller consulter sur Internet à peu près tout, ce que j'appelle les faux sachants, hein. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'automédiquent, etc. Bon, les gens qui auto-investissent trop, il faut quand même essayer de leur mettre quelques garde-fous. Et c'est pour ça que les intermédiaires sont nécessaires. Moi, je ne crois pas trop aux sociétés totalement désintermédiées, ça se termine rarement bien. Comment est-ce que vous expliquez, vous, la
la surperformance du private equity par rapport au marché coté? Alors d'abord, il faut la mesurer, elle est intéressante parce qu'on a des datas en termes de performance qui remontent à plus de 30 ans pour la partie private equity, à plus de 25 ans pour la partie growth capital. Et ça donne des résultats qui sont assez impressionnants puisque la surperformance de notre classe d'actifs est de 900 points de base par an comparé au MSCI Europe qui est évidemment l'index de référence contre lequel on se... Et en growth, on a 600 points de base. Donc, si vous voulez, on est en train de parler d'une surperformance considérable voilà, au niveau annuel. Et les chiffres de 15 à 30% évoqués par Frédéric un peu plus tôt de performance annuelle sur le top quartile se retrouvent en moyenne plutôt aux alentours de 14,5-15% sur très longue période, 25-30 ans, ce qui est une performance déjà très significative par rapport au marché coté. Qu'est-ce qui fait que finalement la surperformance ou la très bonne performance du private equity est pérenne, quels que soient les cycles? Je crois qu'elle réside sur des principes très simples. D'abord, le choix des entreprises dans lesquelles on investit. On a des portefeuilles concentrés, 10, 12, 15 entreprises dans lesquelles on est investi, qu'on choisit sur des tests de création de valeur extrêmement clairs, dans des secteurs sur lesquels on a une expertise. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la gouvernance, le mode de fonctionnement avec l'entreprise. Troisièmement, je dirais l'alignement d'intérêts, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec Dan. Et je dirais ces trois choses-là, très simples, très basiques, il n'y a pas besoin d'être un très grand scientifique ou un prix Nobel pour comprendre ça, permettent de générer de la performance. Concentration, alignement d'intérêts, et on sait ce qu'on fait. Et je rajoute un dernier point, nous sommes quasiment tout le temps, à quelques très rares exceptions dans le small, majoritaires, investisseurs majoritaires. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir un impact sur la marge de l'entreprise, en bonne intelligence, bien évidemment, avec les dirigeants. Inside Private Equity, le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle. Voilà, alors comme on a pu le voir à l'instant, on a voulu produire une émission de grande qualité, tout en prenant le soin de proposer un contenu avec un maximum d'équilibre entre pédagogie et technicité. Et ce, afin de pouvoir adresser un public large, du plus novice au plus averti, au plus expérimenté sur le sujet du private equity. Alors cette émission, elle s'inscrit complètement dans une nouvelle stratégie pour nous de prise de parole directe sur des carrefours d'audience, qu'on appelle des carrefours d'audience, plus visibles et plus larges que ceux qu'on a l'habitude d'adresser jusqu'à aujourd'hui. Et ces carrefours d'audience, et BFM Business en est un exemple majeur, ils réunissent à la fois bien sûr des professionnels de la gestion de patrimoine, de l'investissement et de la finance, mais aussi, et c'est là la grande nouveauté pour nous, des investisseurs privés potentiels. Alors pourquoi on fait ça ? Eh bien parce que parmi tous les dispositifs qu'on a déjà décrits et de soutien et d'accompagnement de nos partenaires, il nous manquait un levier essentiel. Et ce levier, c'est celui de la génération de trafic, de la stimulation de la demande à destination justement de nos partenaires. Et c'est précisément ce qu'on a voulu faire. On a activé ce levier de génération de trafic avec cette émission qui finalement adresse trois objectifs très simples. Donner toutes les clés de compréhension de la classe d'actifs et de son potentiel aux investisseurs privés, stimuler la demande de ces investisseurs privés auprès de nos partenaires distributeurs. Et puis le troisième objectif, c'est de valoriser nos partenaires et leur expertise en leur proposant de participer à l'émission en tant qu'intervenants. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque mois, on propose à 3 de nos partenaires de venir en plateau et d'intervenir à l'antenne au même titre que les personnalités qu'on a citées et vues juste avant. C'est donc une opportunité d'exposition et de visibilité assez exceptionnelle pour eux. Et puis j'ajoute qu'on leur propose également à ces partenaires d'inviter des clients privés à venir assister à l'émission au sein du public et à profiter d'une soirée VIP dans les salons de la chaîne. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, finalement, pour les personnes qui nous regardent, pour vraiment mesurer l'impact de ce dispositif ? Oui, bien sûr. Alors, sur les 4 premières émissions que nous avons diffusées entre avril et juillet dernier, on a réuni près de 300 000 téléspectateurs et auditeurs. Et puis, il faut ajouter à cela évidemment, pour maximiser le rayonnement et l'impact de ce programme, on investit beaucoup en promotion, et notamment sur les réseaux sociaux, sur lesquels on diffuse des extraits des meilleurs moments de chacune de ces émissions. Et à chaque fois, on a réussi à cumuler plus de 350 000 vues sur LinkedIn principalement.
Alors, c'est quand même des chiffres d'audience qui attestent de l'intérêt du grand public pour cette classe d'actifs. Et clairement, ce dispositif contribue à notre objectif de démystification de la classe d'actifs. Donc, chers partenaires, vous l'avez compris, cette émission est faite pour vous. Elle est faite aussi par vous, puisque vous êtes invités en tant qu'intervenant. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et vous pouvez évidemment convier vos clients à cette émission. Contactez votre responsable partenariat et on organise votre venue sur BFM Business avec grand plaisir. Effectivement, Aurélien. Et juste un dernier mot pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont peut-être jamais vu cette émission. Elles peuvent bien entendu retrouver tous les épisodes en intégralité et en replay sur notre site altaroc.pe dans la rubrique Altaroc TV. Merci beaucoup Aurélia, merci beaucoup Julien. Notre webinaire touche à sa fin. Un grand merci à tous mes collègues qui se sont succédés ce matin pour partager leur enthousiasme et notre vision. Et un grand merci à vous, chers partenaires, pour votre confiance et votre soutien indéfectible. Ne manquez pas notre prochaine émission Inside Private Equity sur BFM Business. Rendez-vous le 18 septembre prochain. Nous aurons le plaisir de recevoir en plateau Frédéric Trinel, le cofondateur et co-directeur général de la licorne française Ecovadis, mais aussi Isabelle Pagnotta, partenaire senior chez Inflection, un des plus gros fonds anglais de buyout. Elle fera le déplacement exprès depuis Londres. Fred, tu viens de me rejoindre, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Damien. Alors pour conclure, je voudrais prendre un peu de hauteur pour vous donner une perspective un peu plus longue, un peu plus stratégique et partager avec vous ce qui se passe depuis 20 ans dans le monde institutionnel déjà très équipé en private equity. La réalité, c'est que la croissance des actifs sous gestion en private equity dans le monde institutionnel est de plus de 10% par an, tous les ans, depuis 20 ans. En fait, on est passé de 1 000 milliards de dollars sous gestion en 2005 à plus de 5 000 milliards sous gestion en 2023. C'est un monde immense. Les institutionnels investissent donc en masse en private equity, mais surtout, ils continuent d'augmenter régulièrement leur allocation en private equity, et ce pour deux raisons simples. La performance historique, en tout cas la surperformance historique du private equity par rapport au marché coté, et la moindre volatilité historique du private equity par rapport aussi au marché coté. Alors maintenant, si on est un peu plus tactique, vous venez d'entendre à Paris ou à Londres les experts indépendants s'accorder pour dire que le private equity entame un nouveau cycle de croissance qui sera porteur de nombreuses opportunités. Tout le monde convient aussi que les points d'entrée sont actuellement intéressants, avec des prix d'actifs qui ont retrouvé le niveau qu'ils avaient il y a 10 ans, du fait entre autres, comme l'a expliqué Louis et nos intervenants, de la hausse des taux. Alors le private equity travaille sur un temps long et du fait des conditions actuelles, nous pensons qu'il est intéressant d'entrer maintenant. J'espère que vous aurez aussi apprécié la très grande qualité de la composition du portefeuille Odyssée 24 et le travail de Louis et de ses équipes pour vous construire un portefeuille mondial très cohérent. Notre millésime, et c'est très important, n'est pas juste une agrégation de fonds du premier quartile historique, mais c'est une construction très méthodique autour d'une stratégie claire et clairement énoncée. Je vous rappelle que la période de commercialisation est ouverte jusqu'au 31 mars 2025 et que notre prochain closing aura lieu le 24 septembre prochain. Nous vous invitons dès à présent à contacter votre responsable partenariat Altaroc qui se fera un plaisir de vous présenter en détail les nouveaux fonds et de répondre à l'ensemble de vos questions. Si vous êtes un client privé maintenant, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller privé qui vous exposera cette classe d'actifs, ses avantages, ses risques et vous accompagnera dans vos investissements au sein de classe d'actifs. Et comme Julien vient de vous le rappeler, nous continuons à vous apporter des contenus précis, passionnants, exclusifs pour vous aider à mieux comprendre cette classe d'actifs. Rendez-vous sur BFM Business la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle. Rendez-vous aussi au Salon Patrimonia les 25 et les 26 septembre prochains. J'y serai avec toute notre équipe commerciale pour vous rencontrer sur le terrain et pour discuter avec vous. Et rendez-vous le 31 octobre pour un webinaire attendu sur le reporting de performance des millésimes 21, 22 et 23. Je voudrais aussi profiter de la présentation de ce matin pour vous annoncer l'arrivée dans notre équipe de Marion Lavigne. Marion nous a rejoint comme directrice juridique chez Altaroc. Marion, elle a plus de 10 ans d'expérience dans le private equity et nous vient d'une très grande banque privée internationale. Sa contribution nous est déjà très précieuse sur tout le développement européen d'Altaroc. Vous le voyez, la rentrée est déjà très lancée chez Altaroc. On attend vos appels, vos feedbacks. Notre équipe commerciale est pour vous dans les starting blocks. À bientôt.